de suite la deuxième partie de notre débat. Alors que Roméo Langlois a été libéré, il est attendu vendredi matin à Paris. Eh bien, nous nous intéressons ce soir à cette guerre qui oppose en Colombie la guérilla des FARC au gouvernement colombien. Une guerre peu médiatisée qui dure depuis près de 50 ans. Alors que les FARC ont libéré le Roméo Langlois, des négociations de paix sont-elles aujourd'hui envisageables? Eh bien, on en parle avec Jean-Jacques Kourlianski, qui est chercheur associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques, avec Jean-Pierre Ferraud, qui est président d'Interlira Amérique latine, expert en négociation de crise, avec Michel Gandillon, qui est chargé d'études à l'Observatoire français des drogues et de la toxicomanie, et avec Eduardo Mackenzie, qui est journaliste et spécialiste de la Colombie. Avant de reprendre ce débat, Roméo Langlois a suivi pour nous les FARC. C'était en octobre 2010. Je vous propose tout de suite de voir un extrait de son reportage intitulé « La marche sans fin des guerrilleros des FARC ». Malgré la modernisation de l'armée, dans les montagnes du Cauca, la guérilla est encore chez elle. Voilà des décennies que les rebelles arpentent ces campagnes misérables. Pour les Indiens qui vivent dans la région, ils font partie du paysage. Souvent, les FARC s'installent autour des maisons pour plus de commodité. Les paysans n'ont pas le choix, et c'est toujours l'occasion de rafler un repas gratuit. Bien sûr, les exactions des FARC sont fréquentes, mais ici, c'est l'armée qui passe pour une véritable force d'occupation. Sous le gouvernement d'Uribe, l'armée nous a vraiment agressés, nous les indigènes. Ils envoient des soldats drogués qui volent dans les maisons. Si une fille passe par là, ils la violent. Ils disent que les guérilleros sont mauvais. Mais pour moi, c'est pas vraiment vrai. Bon, ce qui est sûr, c'est que si on n'obéit pas aux guérilleros, ils nous punissent. Mais ici, la loi, c'est eux. Alors il faut faire avec. La plupart des guérilleros sont de jeunes Indiens qui parlent encore leur langue. Entrer dans les FARC, ici, c'est d'abord une manière d'améliorer son quotidien. À la maison, on n'a pas tous les avantages qu'on a ici. Ici, on nous donne la santé, l'éducation. C'est un peu comme un collège. On apprend beaucoup de choses. Malgré les risques, de nombreux jeunes sans avenir continuent d'entrer dans les FARC. Ces deux jeunes ont 14 ans. Dans un an, ils deviendront guérilleros à leur tour. Pour l'instant, ils ne sont qu'en phase probatoire. Michel Gandillon, avant de parler de la politique d'Uribe et savoir si c'était une bonne politique ou pas pour éradiquer les FARC, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces FARC et comment sont recrutés ces guérilleros? Ils étaient 17 000, ils sont plus que 9 000, enfin ils sont encore 9 000, j'ai envie de dire. Qui sont-ils? Alors tout à fait. Alors les FARC épousent complètement l'histoire de la Colombie depuis ces 50 dernières années, puisqu'elles sont apparues. Il y a eu une grande guerre civile, une période qu'on appelle la violencia en Colombie, qui a duré entre 1948 et 1958. Une guerre atroce entre le Parti conservateur et le Parti libéral. Et les FARC viennent de groupes d'autodéfense, de paysans qui défendaient leurs terres contre les milices du Parti conservateur. D'ailleurs, Manuel Moro Holanda appartenait au parti libéral. Il y a eu des alliances de certaines guérillas libérales donc, qui se défendaient. On va pas refaire toute l'histoire des FARC, mais comment est-ce qu'ils sont recrutés, ces hommes et ces femmes? Parce qu'il y a aussi des femmes. Alors, il y a énormément de recrutements forcés, bien évidemment. Il y a recrutement d'enfants, d'adolescents. Il y avait bien sûr une partie d'adhésion dans les années 80. Effectivement, le reportage de Roméo Langlois le montre bien. Il y a une telle misère paysanne en Colombie. Il faut savoir que dans la moitié du territoire colombien, l'État n'est qu'une abstraction pour la population, il n'y a pas de services sociaux. Donc effectivement, les FARC font office de contre-État en quelque sorte, peuvent assurer une alphabétisation, oui, dans certaines zones. Alors ils ont beaucoup reculé, bien évidemment, mais dans certaines zones, les FARC en quelque sorte, c'est une sorte d'État, ils ont leur prison, ils lèvent l'impôt, ils peuvent assurer une alphabétisation, on fait lire Lénine, l'État et la Révolution, on offre un uniforme et on offre une solde grâce à l'argent de la à ces FARC. Alors, aujourd'hui, il faut distinguer l'origine proclamée, l'objectif officiel. Donc l'idéologie, c'est le bolivarisme. On va instituer un régime bolivarien. Donc premièrement, la réforme agraire. Il faut savoir que la concentration des terres en Colombie est terrible. Il y a un réel problème de réforme agraire à mener. D'ailleurs, Juan Manuel Santos l'a mené. La concentration est terrible. Deuxièmement, on va nationaliser les moyens de production et donc et instaurer une sorte de démocratie directe, avancée. Et aujourd'hui encore, ils ont cet objectif-là? Alors, c'est une organisation qui fait de la propagande politique, donc ils ont des objectifs affichés, et certains pensent que tout ça est le paravent d'une organisation qui est de plus en plus corrompue, investie dans le trafic de cocaïne, et qui est en train de sombrer dans des logiques purement criminelles.
Jean-Pierre Ferraud, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, bien sûr, mais ça, je sais que les FARC aiment à véhiculer un petit peu cette image, qui a été vraie d'ailleurs, puisque c'est quand même un mouvement qui est né du communisme, qui l'a revendiqué jusqu'en 90, à la mort de son fondateur, un de ses fondateurs, Jacobo. Mais je crois que tout ça est bien loin. Aujourd'hui, les FARC sont complètement dans une espèce de tunnel, ne peuvent plus reculer. Et je dirais, elles sont dans une position, où on ne peut plus qu'aller de l'avant, et soit vaincre, soit mourir. C'est un petit peu ça. Revenir à la vie civile, totalement impossible. La démobilisation, quelle démobilisation? Aller en ville toucher 1000 pesos pour quoi faire? Revenir à la délinquance. Donc c'est totalement impossible. Donc aujourd'hui, alors c'est quoi, qu'est-ce que vous prenez comme fin? C'est, oui, comme vous dites, vivre ou mourir, c'est mourir en... Le problème, en l'occurrence, il va bien là. falloir qu'ils soient réinsérés, ces gens, si demain on pense à la paix. Le problème du futur de la Colombie est là. C'est que on a vu dans les différentes, dans les successives tentatives de négociation, on a vu la zona de espejo de San Vicente de Caguán, où les FARC ont disposé d'un territoire entre guillemets dans lequel on allait négocier, etc. Je pense que les FARC ont très clairement roulé dans la farine pastrana à ce moment-là, et Uribe est arrivé derrière. Et Uribe a dit bon, ben c'est fini, on ne peut pas discuter avec vous, on va vous combattre. Bon. Militairement. Et sa politique était bonne, la politique justement d'Uribe, la politique qui est bonne en Colombie, boutiste. La politique qui sera bonne en Colombie, ce sera celle qui permettra d'arrêter avec ça. C'est un fléau. C'est un fléau. La misère est terrible. Il y a beaucoup de gens qui ne mangent pas en Colombie. Alors, je vais vous donner la parole, Jean-Jacques Courlancy, est-ce que je sais que vous voulez répondre? Mais avant cela, vous aussi à Eduardo Mackenzie, mais avant cela, nous sommes en direct de Bogota avec vous, Roméo Langlois. Bonsoir, merci d'être avec nous. Première question, Roméo, 24 heures après votre libération, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous allez ce soir? Je vais très bien, je suis en pleine forme, physiquement et moralement. J'attends juste d'avoir confirmation que mon bras n'est pas trop sévèrement atteint et que je pourrais le récupérer facilement, mais sinon voilà, je suis en pleine forme. Roméo, le président Santos estime ce soir que vous n'auriez jamais dû être séquestré, que ça aurait pu prendre moins de temps. J'ai posé tout à l'heure la question à nos invités aussi sur ce plateau, et vous qui connaissez bien les FARC, qui connaissez parfaitement la Colombie, est-ce que avec cette affaire, avec votre détention, est-ce que vous avez le sentiment que les FARC ont cherché à se faire un coup de pub? C'est pas que j'ai le sentiment, c'est que c'est évident, et je l'ai senti très vite quand j'étais entre leurs mains, qu'ils allaient nous utiliser pour se faire un gros coup de pub, pour frapper un grand coup médiatique, pour prendre la revanche d'après de nombreuses humiliations politico-militaires qu'ils ont subies ces dernières années. J'ai bien sûr été instrumentalisé par les FARC pour frapper un grand coup médiatique, mais aussi, je crois, pour commencer à habituer un petit peu l'opinion publique, peut-être parce que les FARC est la voix à nouveau dans ce conflit, puisque ça fait depuis 10 ans depuis la rupture des dernières négociations de paix de 98-2002, que les FARC ne parlent pas et que les Colombiens ne savent pas qui sont les FARC, ce que veulent les FARC. Si un jour ils veulent la paix, il faudra aussi que les FARC aient une tribune et que les FARC puissent parler. Cela dit, voilà, je répète que j'ai été une victime d'enlèvement, j'ai été utilisé par les FARC pour faire un grand coup médiatique. Ils m'ont présenté la justice publique et ils ont vraiment bien fait. Ils ont vraiment bien fait parce que c'était vraiment la moindre des choses qu'ils pouvaient faire, je crois, après ça. Dernière question, Roméo, parce que je sais que là, vous avez envie vous en avez peut-être un peu assez, vous avez quand même donné une conférence de presse qui a duré un peu plus d'1 heure. Votre détention a permis de mettre un peu en lumière aujourd'hui les FARC. Ça fait des années, je disais, que vous suivez le conflit colombien. Est-ce que vous croyez aujourd'hui en des négociations de paix entre le gouvernement colombien et la guérilla marxiste? Je crois que c'est très difficile, mais que c'est possible. Je crois que la guérilla veut des négociations, le gouvernement veut des négociations. Je crois qu'il y a beaucoup de forces dans la société colombienne qui s'opposent à des négociations, que la société colombienne n'est peut-être pas encore vraiment préparée pour les négociations, mais je crois que c'est possible et je crois que c'est surtout nécessaire. Et que s'il n'y a pas de négociations entre Santos, l'actuel président, et les FARC, alors je ne vois pas trop avec qui il y aura des négociations. Mais je crois que c'est possible, mais c'est loin d'être gagné. Parce que chacun a une vision, tout le monde veut la paix, mais chacun veut sa paix. Donc chacun veut une paix et il faut voir s'il y a construire une paix qui puisse satisfaire à peu près tout le monde, et ça c'est extrêmement difficile. Ça fait 50 ans qu'ils essaient, espérons qu'ils y arriveront.
Merci beaucoup, merci Roméo en direct de Bogota et vous prenez ce soir l'avion, vous serez demain matin à Paris et j'espère que vous viendrez nous voir très vite. Mille merci d'avoir été avec nous depuis Bogota. Jean-Jacques Kourlianski, parce qu'on arrive, il nous reste encore quelques minutes avant la fin de ce débat. Roméo Langlois le disait, une paix est possible. Lui, il y croit cette paix. Il dit que ça va être très compliqué parce que chacun veut sa paix et chacun a une vision différente des choses. Est-ce que vous y croyez ? Il faut replacer les choses dans la durée. Comme vous le disiez tout à l'heure, ça fait 50 ans que ça dure. Ça peut durer encore très longtemps. C'est un conflit qui est pris dans beaucoup d'inertie. Et au milieu de cette inertie, il y a l'État. Alors, c'est vrai que l'État doit se faire respecter par des moyens, par le monopole de la violence, c'est ce qu'a essayé de faire le président Uribe, mais l'État doit aussi être respecté, être présent avec des services publics, donc ça suppose une croissance économique, ça suppose des élections transparentes, ça suppose beaucoup de choses, et on est loin du compte. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans les militants... Pardonnez-moi de la question, la poser de manière plus précise. Est-ce que vous pensez... Aujourd'hui, les FARC ont annoncé une trêve unilatérale. Est-ce que vous pensez que le gouvernement colombien, de son côté, sera d'accord pour une trêve bilatérale? Ce serait peut-être déjà un premier pas. Le gouvernement colombien doit poursuivre une politique de sécurité qu'il doit coupler avec une politique de développement et de présence de services publics partout en Colombie. Il faut dire que la plupart des combattants... Excusez-moi, permettez-moi de terminer mon raisonnement. La plupart des combattants des FARC, je ne parle pas des cadres, sont des gens qui ont une adhésion utilitaire. Bon, comme l'État est absent, il n'y a pas de perspective d'emploi. Bon... les fils de paysans ou autres vont dans les FARC. À certaines époques, l'un était dans les FARC, l'autre chez les paramilitaires, en fonction des avantages, parce qu'il y a des règlements internes avec des primes de risque, toute une série de choses qui sont données par ce genre d'organisation. Pourquoi ? Parce que l'État n'existe pas. J'ai eu certaines conversations avec des responsables de ces groupes qui disent, finalement, on remplit un rôle que ne remplit pas l'État colombien. Donc le problème, il est là. Donc c'est pas dans Eduardo Mackenzie, vous voulez réagir? Est-ce que vous croyez justement à une trêve bilatérale? Je ne suis pas d'accord avec cette vision de la Colombie où il n'y a pas de sélection démocratique, etc. Tout ça, c'est une caricature et je suis contre ça. En Colombie, il y a des services publics. La Colombie, c'est un pays organisé, c'est un pays de villes. Ce qu'on voit, ce sont des petits hameaux complètement isolés où le progrès ne peut pas arriver parce que la présence des terroristes l'empêche. Alors, il ne faut pas cesser de dire n'importe quoi sur la Colombie, et je vous en prie. Non, les dernières élections se sont assez mal passées dans certaines régions, non seulement à cause des FARC, mais aussi des nouvelles bandes criminelles qui ont menacé les électeurs, assassiné des élus. Donc, je m'inscris en faux. Mais ce n'est pas la première fois avec des commentaires de M. Mackenzie. C'est une caricature. Il faut quand même dire qu'on assassine des syndicalistes aujourd'hui, des syndicalistes paysans, et que il y a la malédiction de la cocaïne. En ce moment, il y a la malédiction dans certaines régions de l'huile de palme et des agrocarburants, où on voit des groupes de paramilitaires à la solde des grands propriétaires qui tuent des paysans et massacrent allègrement les populations. Mais ce que je voulais dire, c'est sur la paix, il faut faire appel à l'histoire. Là encore, il y a eu un précédent, c'était 85. Les FARC avaient créé un parti qui s'appelait l'Union patriotique, qui a eu des députés, des maires, des sénateurs et 2 candidats à l'élection présidentielle. Et ce qui s'est passé, et là c'est dommage qu'on n'ait pas le temps de parler des paramilitaires, c'est que des centaines de militants, de députés, de maires et les 2 candidats à la présidence de la République, parce qu'effectivement la Colombie est aussi un pays démocratique, il y a plein de paradoxes, ces gens-là ont été massacrés. Il faut prendre en compte cette guerre civile de basse intensité. Par les FARC, qui a été décimé par les conflits qu'il y avait entre les FARC et les narcotrafiquants du cartel de Medellín. Les FARC ont essayé de voler des propriétés aux narcotrafiquants et ils se sont dédiés à descendre tous les militants de l'Union patriotique qui venaient des FARC. C'était des militants qui venaient des FARC.
Alors, il ne faut pas confondre les choses. Exactement, c'est les paramilitaires. Non, l'Union patriotique, l'élimination de l'Union patriotique, ce n'est pas une élimination faite par les forces de l'État. Ça, c'est la propagande des FARC. Ça, c'est inacceptable. Jean-Jacques Kourlianski. À cette époque-là, il y avait un lien organique entre les FARC et le Parti communiste. Donc, c'était l'émanation c'était un parti marxiste-léniniste qui avait comme vocation, dans la perspective d'une négociation de paix, d'assurer le passage de la guérilla vers la vie légale. Et malheureusement, tous ces élus, on peut être d'accord ou pas d'accord avec leurs idées, ça c'est autre chose, mais c'est la vie démocratique. Le constat que l'on peut faire, c'est que ça n'a pas été possible et que ça a provoqué une accélération du conflit. À partir du moment où cette voie d'issue vers la démocratie a été bouchée, où tous les élus, la plupart des élus de l'Union patriotique ont été assassinés, donc il y a eu un repli vers l'action armée. Il va être très important d'observer les années qui viennent parce que les observateurs politiques ont considéré que Ourib a été battu aux élections, enfin Ourib a été battu, Ourib a été élu, et que l'échec d'Ourib a été l'aspect social. L'aspect lutte contre les FARC, lutte contre la guérilla a été reconnu par tout le monde en Colombie. Il n'a pas été battu. Non, il n'a pas été battu. Il a été réélu deux fois. Et ce qui a été considéré comme un petit peu le point faible du président Ourib, ça a été son volet social. Le président Santos s'est engagé à 100% sur l'aspect social de son mandat. On va voir aujourd'hui si cette partie-là, qui doit être normalement prioritaire, va donner des résultats. Parce qu'après tout, on peut parler pendant longtemps, nous avons une situation politique, géographique, historique, qui est extrêmement compliquée et entremêlée en Colombie, et seul, effectivement, je pense, un vrai plan de développement pourra en venir à bout. Et l'aspect social, c'est la clé. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Pierre Kourlianski. Juan Santos a été un des premiers présidents de la Colombie à mettre en évidence le soubassement social et agraire dans le conflit. Et ça me semble très important. Il s'est engagé à redistribuer 5 millions d'hectares de terre qui ont été volés par les paramilitaires lors de la grande offensive des années 90. Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus d'ailleurs, Michel Gondon, ces paramilitaires ? Les paramilitaires, il y a eu un accord en 2005 de démobilisation. Voilà. Donc des dizaines de milliers de paramilitaires sont revenus à la vie civile. Donc je vous passe les aspects de la loi. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est inquiétant en Colombie, c'est que vous avez aujourd'hui des paramilitaires maintenus, des BACRIM, des bandes criminelles qui ont refusé de rendre les armes. Comme les paramilitaires se finançaient grâce au trafic de cocaïne, dont on n'a pas assez parlé, parce que c'est une dimension essentielle du conflit, ces gens ont continué à exister. Ils sont 8 000 à 9 000 aujourd'hui, c'est-à-dire presque aussi importants que les FARC. Et les sommes en jeu sont telles que ces gens se font de l'argent, gagnent de l'argent, ils n'ont pas intérêt à revenir à la vie civile. Et le problème est le même pour les FARC. Et les FARC sont impliqués dans le trafic de drogue et à très haut niveau. Ils ont commencé dans les années 80 en protégeant les champs de coca. Ensuite, ils ont commencé à taxer la pâte base. Ils ont taxé les laboratoires. Maintenant, ils ont leurs laboratoires. Ils ont des liens avec les cartels au Mexique. Donc, c'est une organisation qui est riche. Et il y a des liens, à la vente entre les paramilitaires et les FARC. Et il peut y avoir des accords, tout à fait, des accords. Il y a des liens aussi entre les deux. On fait la pâte de coca sur les territoires FARC. On transforme sur les territoires paramilitaires, voire on fait sortir, il n'y a pas un kilo de cocaïne. Oui, parce que les paramilitaires ont été démobilisés pendant le gouvernement d'Uribe. Ils existaient avant, et c'est lui qui a démobilisé 35 000 paramilitaires et a envoyé aux États-Unis et extradité les chefs de ces structures. Merci à tous les quatre. On aurait pu parler encore longtemps de la Colombie. En tout cas, voilà, on verra si le gouvernement colombien accepte aussi une trêve bilatérale. On verra ça peut-être dans les semaines ou les mois à venir. Merci à tous les quatre d'être venus. Merci également à Roméo Langlois qui était avec nous en direct de Bogota. Très belle soirée. À demain, 19h10.